Salut à tous, c'est Flippies, on se retrouve pour l'émission de mes lectures du mois d'octobre. Vous pouvez constater qu'il y a un tout nouvel angle de caméra, vous voyez, on voit un peu plus mon étagère dans le fond. Je regarde un peu le retour d'ailleurs pour me situer, tout simplement puisque j'aime bien avoir la caméra un peu de profil. Enfin la tourner un peu contrairement aux vidéos habituelles. J'aime bien faire ça pour les vidéos lecture et vlog, sauf que la position que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire poser tout simplement sur mon bureau, avec le gros fauteuil derrière, ça marche pas très bien je trouve, donc voilà, on teste, elle est là, mon micro est là, je vois, on est un peu de 3/4 on va dire, donc on va voir ce que ça donne, on teste, on va voir également si le fauteuil fait pas trop de bruit. Normalement il grince beaucoup moins que l'ancien, donc voilà, ça fait plaisir aux oreilles, et puis sur ce je vous propose immédiatement de commencer. Une émission bien garnie puisqu'on a quand même 4 gros titres avec les 4e volumes de My Hero Academia Illegals Vigilante, le 4e tome également de Promised Neverland, le 1er tome de Eden Zero, nouveau titre de Hiro Mashima, le traditionnel tome de One Piece, voilà le 88e, on a également les 4 de Kingdom, vous voyez c'est énorme. Ne vous inquiétez pas pour Kingdom, je ne vais pas spoiler ce qui se passe dans les tomes qui ne sont pas publiés encore en librairie. Et puis on a un peu de comics avec 2 récits complets, un Venom pour chez Marvel et une histoire des Titans chez DC Comics. Du coup, à l'attaque. On commence avec du classique avec le 88e tome de One Piece intitulé Lion. Alors que le combat entre Katakuri et Luffy s'intensifie, le reste de l'équipage tente de se rendre au point de rendez-vous pour retrouver Sanji et Luffy. Malheureusement, la situation devient de plus en plus désespérée et les pouvoirs de nos héros pourraient bien se montrer insuffisants pour faire face à la menace. On approche enfin de la fin de l'arc Whole Cake, enfin cet arc qui s'est prolongé plus que ce qu'on pensait à l'époque des scans. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vous spoil pas trop. Ce 88e tome, alors par contre, voilà, j'adore la couverture, franchement, je l'ai même pris en japonais tellement je la kiffe. J'adore la couverture. L'histoire en elle-même est plutôt sympa, on a déjà une bonne progression avec le combat Luffy-Katakuri, on sent qu'il y a un respect mutuel qui se développe entre ces deux adversaires, ça fait plaisir, c'est beaucoup plus rapide que ce qu'il y avait à l'époque des scans, hein, bien entendu. On l'avait dit à l'époque dans les reviews avec Shinro ou Plasmou lors des lives, mais voilà, ça se lit beaucoup plus facilement en manga, et c'est normal puisque c'est fait pour être lu en tome relié. Donc ça fait plaisir à ce niveau-là, ça paraît moins long. Pareil, on a un développement de Big Mom, on a Carotte qui va être mis en avant, d'ailleurs voilà, j'ai envie de dire, la couverture parle d'elle-même. Et puis globalement, j'ai envie de savoir la suite, j'ai pas grand chose à dire sur ce tome 88, au niveau des traductions, j'ai pas repéré spécialement de gros malaise, on va dire, dans les traductions. Le mal a été fait, j'ai envie de dire, dans les précédents volumes, voilà, il n'y a pas de nouveauté particulière pour ce 88e tome. Mention spéciale, alors c'est, voilà, au sommaire, regardez-moi ça. Le sommaire, c'est un délire maintenant avec tout ce qui se passe. Regardez ça. Alors j'espère, ça vous spoile pas trop, mais voilà, j'adore vivement le tome 89, et puis, est-ce que j'ai vraiment besoin au bout de 88 tomes de vous dire de lire One Piece? Voilà, le 88e tome de One Piece est sorti, faites-vous plaisir. On continue avec un titre que j'affectionne particulièrement, le 4e volume de My Hero Academia Illegals Vigilante. Le trio de justiciers se retrouve embarqué dans une campagne promotionnelle pour les magasins Caron. En parallèle, Knuckle Duster va être rattrapé par son passé puisqu'il va devoir affronter sa propre fille. Je suis un peu déçu de ce 4e tome, c'est pas une grosse déception, vous inquiétez pas, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à lire le 4e tome de ce spin-off, que vraiment j'affectionne énormément, je trouve qu'il a une grande qualité pour être un simple spin-off entre guillemets, mais généralement les spin-offs on a des histoires bateaux. Là c'est vraiment hyper intéressant, c'est un vrai complément au manga donc de Koi Horikoshi. En revanche, je trouve que c'est vraiment la première fois qu'on a une histoire qui fait vraiment très remplissage avec toute l'intrigue du concert autour de la filiale de la franchise, j'ai envie de dire de Carouf, enfin c'est un nom comme Carouf, c'est un truc voilà de grande distribution. C'est moyen, c'est pas terrible, alors bien sûr c'est lié plus ou moins à l'intrigue principale, mais de loin, ça fait vraiment remplissage, j'ai presque eu l'impression de regarder un hors-série, donc j'avoue que c'était un peu ennuyant à ce niveau-là, mais heureusement, le Knuckle Duster nous a sorti de cette situation, puisque on en apprend un peu plus sur son passé. J'étais assez sceptique au début quand j'ai commencé à découvrir que, voilà, on nous révélait des trucs à son sujet, puisque je me suis dit, voilà, Knuckle Duster, ce qui est cool, c'est qu'on sait pas, c'est juste un gros bourrin mystérieux qui sort de nulle part, qui tabasse des gens. Voilà, c'est un peu le gars, le mec sombre qu'on aime bien aimer, et à la fois détester même. Mais on nous révèle un petit peu qui est
sa fille, puisqu'il va devoir affronter sa fille dans un combat, on tombe pas dans le cliché, je trouve, du mon dieu, c'est ma fille, comment je vais faire? Moi qui tape tout le temps d'habitude, je vais pas pouvoir. Il la défonce. Voilà, ça j'ai bien aimé. Il y a un vrai combat entre les deux. Vous verrez d'ailleurs le dénouement est dans la veine de Knuckle Duster. J'ai trouvé que voilà, c'était bien foutu. Donc toute cette intrigue autour de Knuckle Duster développe le personnage. Je trouve que ça reste quand même dans la veine du personnage, donc c'est plutôt une bonne chose. Et puis voilà, après le côté remplissage, alors j'ai moins kiffé que le volume 3 du coup, mais je pense par rapport à ce qu'on nous révèle plus ou moins à la fin, je pense que ça annonce du plus lourd pour le tome 5 du coup, ce tome 4, et je pense, et j'espère que ça sera pas la même chose pour le tome 5, mais je pense qu'il y a un peu un côté transition, voilà. On a arrêté la dernière fois sur une grosse histoire également, il y avait eu tout le délire de révélation d'identité, là voilà. On pose l'histoire, on retourne à un petit quotidien, ça se passe, on sent qu'il y a des choses qui se passent dans l'ombre sans que les héros soient vraiment au courant, et paf, au tome 5, on y retourne, donc vivement ce tome 5, My Hero Academia Vigilante, c'est toujours un plaisir de le lire. Et on enchaîne avec un autre tome 4, celui de The Promised Neverland. Le temps est venu pour Norman d'être livré aux démons. Emma et Ray vont tout tenter pour le sauver, mais maman ne laisse rien passer. Norman serait-il définitivement condamné? The Promised Neverland, à chaque fois que je vous en parle, c'est un truc de dingue. Depuis que j'ai commencé les reviews dans les lectures, à chaque fois, Promised Neverland, vous pouvez être sûr que... Waouh, je suis comme un dingue, j'ai serré les fesses pendant toute la lecture du volume 4. C'est très difficile de vous en parler sans spoiler, mais... Waouh, le cliffhanger du volume 3 déjà était ouf, on se disait mais il y a un héros qui est en véritable danger de mort, et ça semblait plier. Et pourtant, pendant tout le volume 4, pratiquement, on va jouer là-dessus et nous dire « Non, il est sauvé! Non, il meurt! Non, il est sauvé! Non, il meurt !» C'est un truc de dingue. C'est un ascenseur émotionnel, cette série. C'est... Et même après la révélation, parce qu'on a la révélation de ça, et je vous dis pas ce qui se passe, mais... J'ai pas l'impression de lire un shonen habituel, j'ai vraiment l'impression de lire quelque chose d'original, parce que... On a beau être dans un shonen, des personnages peuvent être en danger, et vous allez voir ce qui se passe, et je peux pas vous le dire, mais c'est trop ouf, parce que... Voilà, Promised Neverland, si on gâche la surprise, ça enlève une grosse partie du plaisir de la lecture, mais... Oh putain. Lisez Promised Neverland, franchement lisez Promised... En plus, c'est une série courte, normalement, enfin, ça devrait pas durer plus de 20 tomes grand max, si tout se passe bien. Et même à la fin, quand on croit que c'est plié en tant que lecteur, on se dit, mais bon bah voilà, il y a eu la résolution, et non! Boum! On nous retourne encore le cerveau! C'est incroyable, je peux pas vous en dire plus. Parce que je vais forcément me trahir et spoiler d'une certaine manière, donc lisez. Alors, en revanche, voilà, je vais chipoter parce que j'aime chipoter, voilà. J'ai trouvé qu'il y avait 2-3 cases vraiment sur tout le volume, donc c'est pas dramatique, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites faiblesses dans le dessin de la part de Potsuka Demitsu, notamment de Emma à un moment qui est sous un angle. Je trouve que la façon dont elle est dessinée, c'est un peu grossier, c'était pas très beau, alors... Je sais pas si c'est voulu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je trouvais que la morphologie du personnage était pas terrible. Mais voilà, c'est sur des petits détails, des petites cases et tout le reste. L'ambiance horrifique, notamment en fin de volume. Oh mon dieu, Promised Neverland, mais à chaque fois, c'est vraiment l'une des séries où je referme, où je me dis, filez-moi la suite, donnez-moi ma dose où ça va mal se mettre. On enchaîne avec la nouvelle série événement de ce mois, Eden Zero de Hiro Mashima, auteur de Fairy Tail. Rebecca, big-cubeuse en quête de vue et accompagnée de son chat bleu Happy, débarque sur Grande Belle. Là-bas, elle rencontre Shiki, seul humain du parc qui révèle détenir une mystérieuse puissance. Ensemble, ils décident de partir à la découverte du cosmos et de ses secrets. Alors pour pas vous mentir, Fairy Tail, la fin je ne l'ai pas lu, et alors je m'en carre le coquillard, mais d'une puissance. J'ai adoré les premiers arcs de Fairy Tail, mais je trouve que Mashima a tellement fait n'importe quoi en termes de scénario, même pas le fanservice, à la limite le fanservice, même si ça me gavait, c'est son délire, voilà, ça après il fait ce qu'il veut. Mais j'ai trouvé que dans l'intrigue, la façon dont il écrivait, ça valait plus rien en fait. Le problème c'est qu'il désamorçait systématiquement n'importe quelle situation, plus rien n'avait d'impact. Je trouvais que, enfin personnellement je n'étais plus impliqué dans rien, tellement l'auteur faisait ce qu'il voulait en le faisant n'importe comment parfois. Ça m'avait dégoûté jusqu'au point du coup que je n'ai jamais terminé Fairy Tail. Du coup, quand on a dit commence une nouvelle série, Eden Zero, en plus j'ai vu les premiers graphiques, j'ai fait écouter les gars, ça va se faire sans moi, hein, concrètement je pense pas que je vais lire ça. Et puis, je dois avouer que l'édition de Pika, encore une fois, voilà, sur les séries de Mashima, il y a toujours de très belles choses. Et puis j'étais entraîné, de base j'aime beaucoup le style graphique de Mashima,
malgré les chara-design des personnages un peu redondants, je me suis dit, allez on la tente, voilà, on tente cette série. Et je dois avouer que c'est plutôt une bonne surprise. Alors c'est pas un coup de cœur, hein. Clairement je préfère le dire tout de suite, pour l'instant on n'en est pas là. On va voir comment ça évolue dans les 2 ou 3 prochains volumes, mais pour l'instant je parlerai pas de coup de cœur, mais je dois avouer que c'est assez original pour le coup. J'aime beaucoup l'idée de mélanger de la SF avec de la fantasy, c'est original, ça change. Et le côté SF fait vraiment du bien à Mashima, je trouve. Ça fait plaisir de le voir sur autre chose. Le cliffhanger également, alors là pour le coup je dois avouer qu'il m'a mis sur le cul, bah oui, le cliffhanger tout simplement. C'est un délire, je vous le spoil pas non plus, hein. Je spoil pas de toute façon dans l'émission, mais je dois avouer que je m'attendais pas du tout à ça et je sais pas à quoi m'attendre suite à ça pour le coup, donc bon point fort on va dire à ce niveau-là. Et il y a également l'histoire de Happy, que j'ai trouvé plutôt assez couillu je trouve par rapport à ce que peut faire Mashima d'habitude, même si je trouve dommage de ne pas avoir été au bout. Je vous explique concrètement ce qui se passe, mais on va apprendre que Happy en fait n'est pas réellement un être vivant par rapport à ce qu'il y a eu dans son passé, et je trouve dommage de ne pas en avoir simplement fait une copie numérique de sa conscience, et pas simplement genre on a sauvé vraiment l'esprit. J'aurais bien aimé que Happy soit entièrement, entièrement disparu, et que ça soit une copie de Happy et pas juste son esprit qui était transféré dans un autre corps. Voilà, c'est juste Happy, hein, c'est un personnage secondaire, ça spoil pas beaucoup, mais voilà. Je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas été vraiment au bout du drame, mais bon, on reste dans un shonen type Mashima, donc c'est plutôt pas mal. Après, le gros point fort, et qui je pense va vraiment me... va m'empêcher de suivre cette série régulièrement, c'est tous les clins d'œil à Fairy Tail, c'est insupportable. Par exemple, un personnage qu'on découvre qui s'appelle Erzi Crimson, c'est Erza Scarlet, enfin je veux dire que ça soit dans le nom ou dans l'apparence, le mec se casse pas le cul. Alors qu'on s'auto-référence quand on a plein d'univers, par exemple les Plous. Bon bah les Plous, il y en avait depuis Rêve, c'est le petit côté Mashima qu'on retrouve dans toutes ces histoires, ça pourquoi pas. Après, bon je suis désolé, je suis pas forcément pour valider des conneries qu'on voit sur Twitter des fois avec en mettant 2 images l'une à côté de l'autre, mais... Où est l'originalité des personnages, bordel? Où est l'originalité des personnages? Moi, ça me sort constamment de l'histoire. Voilà, le côté SF, j'arrive à rentrer dans l'univers et paf, on dégueule les personnages de l'histoire. Alors, il pourrait y avoir quelque chose d'assez intéressant où en fait les héros de Mashima pourraient être des acteurs qui jouent dans ces histoires. Il pourrait y avoir ce trip-là, pourquoi pas. Mais ça n'a jamais été vraiment vendu comme tel. Là, la façon dont c'est montré, pour moi, ça passe juste comme... Bah, un manque d'inspiration, je sais pas, parce que l'auteur crée plein d'univers, mais... Ou de la fainéantise, je sais pas où. En tout cas, moi, ça m'énerve. Ah, voilà, je sais pas, peut-être que certains aimeront justement ce côté fairy tale au niveau des personnages, mais moi, ça me sort, je suis dans l'histoire d'Eden Zero, tout d'un coup, hé, regarde, c'est fairy tale, et hop, on me tire de l'histoire. Et ça, pour moi, c'est problématique. Je vais quand même acheter au moins le tome 2, puisque j'étais quand même plutôt embarqué dans cette aventure, on verra ce que ça donne, et je vous en reparlerai de toute façon très prochainement. On passe à Kingdom, le premier envoi de Meian avec 4 premiers tomes envoyés avec un coffret promotionnel. Le plan d'Aisei pour reprendre la capitale suit son cours malgré de nombreux obstacles. Le jeune roi est sur le point de livrer la première grande bataille du manga. Alors je vais être assez bref avec Kingdom puisque le tome 5 et 6 ne sont pas encore sortis en librairie, j'imagine que tout le monde ne les a pas lus. Du coup je vais pas spoiler du tout, mais je vais essayer d'être assez bref du coup pour vraiment ne pas vous en dire. On a la conclusion d'un premier arc, ça fait plaisir, on en commence un deuxième. Ce deuxième arc s'annonce tellement plus épique que le premier encore, alors que le premier déjà lançait très bien l'histoire. Et quand je vois des fans de Kingdom qui lisent les scans dire mais les gars ce que vous lisez c'est naze, j'ai envie de dire mais je serai là jusqu'à la fin, putain c'est génial, le graphisme des combats est magnifique, la stratégie, rien que dans les premiers chapitres de ce début de nouvel arc qu'on a du coup dans le tome 5 et 6 je crois, ou je sais plus s'il y en a dans le 5, bref, mais on nous installe encore une nouvelle stratégie, des nouveaux généraux. Ça a l'air d'être ouf, je kiffe ça, et pour l'instant c'est compréhensible, et j'espère que ça le restera. Ça je sais pas trop ce qu'il en est, mais que les stratégies sont bien expliquées, il y a des cartes, il y a des schémas, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment... Quand on fait des mangas comme ça, vraiment un peu dans le délire de la stratégie, c'est le genre de truc indispensable au risque d'être largué sinon, donc ça c'est vraiment un bon point. Oui, le premier arc était très bon également, une conclusion épique au possible, ça fait plaisir, en plus bah, ça s'enchaîne très vite grâce au rythme de Meian, du coup on reçoit 4 volumes. Pour vous dire, je me suis dit un soir, allez, je lis le tome 3 et puis voilà, je lirai la suite plus tard.
bah j'ai lu les 4 tomes. Voilà, j'ai lu jusqu'au tome 6, j'ai pas réussi à m'arrêter, j'étais dedans à fond tout le temps, c'était vraiment énorme. Alors, après, pour ce qui est quand même du coffret. Le coffret, je m'attendais tellement pas à ça. Regardez par rapport à un manga. Alors je vous en fais pas la review, hein. Je vous invite pour le coup à aller sur Instagram, j'ai pris quelques photos. Le coffret est juste sublime, hein, clairement. En plus, c'est un coffret voilà, en dur partout, vous voyez, qui s'ouvre comme ça. Dedans, il y a les tirés à part, j'ai perdu le nom, qui sont très beaux également sur une nouvelle matière, ça fait plaisir, un peu en papier glacé. Mais en revanche, ça veut dire qu'il faut ranger les volumes comme ça. Et ça, c'est vraiment le défaut, je trouve, de cette box. Vous voyez, il va falloir les ranger comme ça. Ça veut dire qu'il y en a un autre qui va se mettre comme ça. Et je trouve, pour conserver les bouquins, que c'est pas tip top. Ça risque de les abîmer un peu. Voilà, c'est le seul petit défaut. Après, de toute façon, quoi qu'il arrive, personnellement, je les aurais pas mis en fourreau. J'aime bien voir les collections. Ça, je vais les garder. Ça va faire une frise, je sais pas où. Je m'attendais tellement pas à avoir des coffrets aussi gros. Du coup, je sais absolument pas où je vais les caser. Enfin bon... Meian fait du super boulot, donc n'hésitez pas à vous lancer sur Kingdom, ne serait-ce que pour l'histoire et aussi pour soutenir ce genre d'initiative d'éditeur qui fait vraiment très plaisir. On passe à du comics Marvel pour commencer avec le Venomverse présent dans les pages du Marvel Legacy Spider-Man Extra Volume 2. Alors au scénario on retrouve Cullen Bunn et au dessin c'est Iban Coelho qui s'en est chargé et on va voir ce que ça vaut. Eddie Brock, redevenu Venom, se fait aspirer dans une autre dimension pour participer à la résistance des Venoms du multivers face à la race des poisons qui les chasse pour les absorber. Alors déjà, Cullen Bunn, il a travaillé sur plusieurs histoires de Deadpool, donc c'est un habitué de Marvel. Pour ce qui est d'Iban Coelho, pas d'histoire marquante, en tout cas moi que j'ai pu lire, mais je trouve que le dessin est vraiment classe. Et pour le reste, bah honnêtement c'est random. Très honnêtement c'est random. Je suis déçu, mais... Voilà, on est tellement loin d'un Spider-Verse, le Venomverse sonne vraiment comme un truc commercial, je trouve. L'histoire est pas mauvaise en soi, si vous voulez. Les fans de Venom, j'aime bien Venom, j'ai passé un bon moment devant, c'est sympa. Mais on sent tellement le forçage pour trouver plein d'héros Marvel ont juste une version symbiote, c'est tout. Il y a 2-3 trucs sympas, bah il y a Venom, du coup on est Eddie Brock, il y a l'agent Venom avec Flash Thompson, il y a Mania, il y a également Peter Parker qui serait resté Venom. Ces versions qui sont plutôt sympas, et après on a genre Rocket, Captain, Deadpool qui ont juste des symbiotes. Voilà. C'est pas très original je trouve, ça sent un peu le côté vraiment commercial pour promouvoir Venom. En plus on nous vend des trucs avec les poisons, là, des designs encore plus abusés, qui sont stylés en soi, mais voilà, il n'y a pas vraiment de fond à cette histoire, il n'y a pas vraiment de gros sens. C'est dommage. Alors apparemment il y aura une suite plus ou moins dans le X-Men 5 je crois, pour le coup je vais essayer. Alors, je vais tenter, ça mange pas de pain j'ai envie de dire, mais voilà, grosso modo les dessins sont cool, l'histoire en soi ça se lit, mais je pense que dans 2 mois, bah, on l'aura déjà oublié malheureusement. Et on termine par Justice League récit complet volume 9 avec une histoire des Titans par Dan Abnett. L'équipe des Titans est plus fragile que jamais, chacun est confronté à ses propres démons, et pour couronner le tout, un traître se trouverait parmi eux, l'équipe pourrait bien ne pas survivre. Alors il y a plein de dessinateurs qui ont travaillé dessus, globalement je trouve que c'est plutôt réussi franchement, ça fait plaisir, le format est vraiment très agréable, c'est l'un des derniers kiosques d'Urban qui va résister puisque il n'y aura plus qu'un seul mensuel et les 2 bimestriels. Vraiment j'espère que ça va rester puisque dans cette histoire Justice League récit complet on a les Titans du coup dans ce numéro, on a Green Lanterns, faut que ça reste, s'il vous plaît, il faut que ça reste Urban, c'est 2 séries que je kiffe, Titans. Cette équipe, est-ce que cette équipe est pas trop stylée, purée? On a les premiers Teen Titans pratiquement, tous, hein, il en manque quelques-uns, notamment, enfin Ravan n'est pas trop là, Changelin c'est pareil, Beast Boy du coup, mais voilà, il y a les meilleurs, regardez-moi ça, Wally West, Dick Grayson, Arsenal dont j'ai oublié le nom, mais Aqualad, Donna Troy, c'est trop stylé, j'adore voir cette équipe adulte, les designs sont trop frais. C'est les Titans et les Teen Titans, c'est des équipes qui ont beaucoup trop manqué au New 52. Là, ils brillent. Alors, en soi, cette histoire est pas extraordinaire. Elle est sympa. Il y a une histoire de double maléfique qui est plutôt cliché. Voilà, c'est pas incroyable, mais ça se lit très bien. Et juste pour le coup de relire de lire et de voir cette équipe ensemble, ça fait plaisir. Faudrait que j'essaie de me trouver du coup le premier numéro de Justice League récit complet où il y avait les premiers chapitres des Titans, mais ils cotent déjà un peu, c'est dommage. Et il y a je sais plus quel autre numéro, du coup ça doit être le 3 je crois,
je sais plus, parce que je sais que Titan, Green Lantern, il y en a eu dans tous les numéros pairs, mais Titan, pas dans tous les numéros impairs, puisque je sais qu'il y a eu l'histoire du Superman asiatique également. Voilà, je sais plus exactement, mais Teen Titan, enfin Titan pour le coup. Voilà, j'aime beaucoup, ça fait très plaisir, j'espère qu'il va y avoir des histoires encore plus grandioses pour plus tard. Et bah, il y a moyen que je vous en reparle, parce que j'avais dit que je parlerais pas trop de kiosque, mais les récits complets, voilà, ça fait plaisir, je trouve que c'est le genre d'offre qui manque trop. 6 balles les gens, pour 6 balles, attendez, ouais, 6 balles exact, 5,90, vous avez un récit complet, avec le même nombre de pages qu'un format classique en librairie de comics que vous achèteriez, pardon, 15 €, donc voilà, c'est vraiment une super offre, jetez-vous dessus, en plus ce sont de très bonnes histoires. Et puis bah sur ce, j'ai envie de dire, lisez! Petite conclusion très rapide, alors les comics sont plutôt sympas, ça reste des histoires assez oubliables, que ce soit pour Titan et Venom. Au niveau de Kingdom, c'est du très lourd, lisez Kingdom, abonnez-vous franchement, si vous pouvez bien entendu, hein. Mais c'est vraiment, l'offre est vraiment extraordinaire, Yann fait du super taf. Pour ce qui est d'Eden Zero, on n'est clairement pas sur du coup de cœur, mais je prendrai la suite parce que je suis un peu curieux de voir ce mélange de SF et de fantasy avec les traits en plus de d'Hiro Mashima. Promise Neverland, je pense que c'est clairement le coup de cœur de cette émission. C'est trop bien, vraiment c'est trop bien. À chaque fois ça me retourne le cerveau, j'adore, vraiment, ça fait partie des séries en ce moment, si vous ne savez pas quoi suivre, c'est Promise Neverland qu'il faut prendre. Pour ce qui est de My Hero Academia Vigilante, petite déception, mais je pense qu'on est sur un tome de transition avant que ça reparte de plus belle pour le tome 5. Et puis bah, le tome 88 de One Piece, est-ce que j'ai besoin de préciser, tome 88 de One Piece, c'est la base, voilà. Et puis c'est que de très bonnes lectures, j'ai pas eu de très grosses déceptions, vraiment, j'ai passé de très bons moments en lisant ces différentes BD, donc vraiment du très bon. Voilà, c'est tout pour cette émission, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les bouquins que j'ai pu présenter durant cette émission, et puis surtout, n'hésitez pas à me conseiller d'autres BD que vous avez aimé tout simplement, et dont je n'ai pas encore parlé ou que je n'ai pas encore lu. Et puis écoutez, je vais essayer de découvrir ça si j'en ai l'occasion. J'en profite également pour vous parler du t-shirt, un magnifique t-shirt Captain Tsubasa. S'il vous a plu, rendez-vous sur Pampling, un site de t-shirts principalement, mais pas que. Voilà, c'est du 100% coton, c'est envoyé en France pour pas très cher, en plus les t-shirts sont vraiment à un prix très abordable, il y a plein de dessins geeks, c'est incroyable. Donc voilà, si vous cherchez des t-shirts, rendez-vous sur Pampling, et avec le code OTAGEEK, vous aurez 15% de réduction pour votre première commande. Sur ce, nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos, salut à tous! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour plus de contenu, je t'invite à cliquer sur les vidéos qui s'affichent. Et pour ne pas manquer les prochaines, il te suffit de t'abonner et d'activer les notifications. Tu peux également nous retrouver sur Twitter, Instagram ou Facebook.